Bonjour à tous, je me présente Bruno Gruel, ingénieur DevSecOps chez Technofy. Merci de me rejoindre dans ce webinaire où on parlera bureau virtuel, travail à distance et AWS. On verra tout au long de cette présentation comment, en utilisant le service AWS Workspaces, vous pourrez rapidement offrir à vos utilisateurs et partenaires une solution et un environnement de télétravail globalement accessible, sécurisé et scalable. Donc avant de passer à l'agenda, je voulais juste préciser que derrière les mots télétravail et remote que j'utiliserai dans cette présentation, on peut imaginer un utilisateur qui ferait du home office ou encore un utilisateur nomade, voire même un site distant sur lequel on pourrait très bien envisager de remplacer des postes fixes par des bureaux virtuels. Et on pourrait encore aller un peu plus loin où on pourrait très bien envisager sur site de remplacer des PC fixes également par du bureau virtuel. Donc sans plus tarder, passons à l'agenda. Donc on va commencer par une analyse du contexte et voir un peu les répercussions que ce contexte a eu sur le système d'information des entreprises. On fera ensuite, on passera à la partie contraintes où là on verra en fait les contraintes liées justement à la gestion et au management dans un contexte actuel, dans le contexte actuel. Je vous ferai une présentation de AWS Workspaces. Ensuite, une démo dans la console AWS sur le déploiement de Workspace. Euh, En bonus, on aura la présentation de quelques services connexes que vous pourriez utiliser conjointement à Workspace pour augmenter votre expérience utilisateur. Et on finira par une section questions-réponses, où là je laisserai la main à Anthony Tesser, notre Head of Engineering chez Technofy, qui sera un plaisir de répondre à vos questions. On peut commencer par dire que les entreprises proposaient déjà à leurs utilisateurs, dans des proportions plus ou moins grandes, de faire du télétravail. Donc c'était déjà un mode de fonctionnement qui était, on va dire, plus ou moins ancré dans la vie de l'entreprise. Mais la problématique a été que la crise sanitaire et les mesures de confinement ont fortement bousculé les entreprises en les obligeant quasiment du jour au lendemain de passer de quelques users à la totalité de leurs utilisateurs en télétravail. Donc là, on aborde donc une problématique de scalabilité. On verra dans la slide suivante comment se matérialise cette problématique. On constate également aujourd'hui que même après le déconfinement, un certain nombre d'entreprises continuent à faire du travail à distance, du télétravail, et certaines d'entre elles envisagent même de pérenniser ce mode de fonctionnement bien après la période le déconfinement. Il faudra donc se poser la question de savoir si les solutions mises en place dans l'urgence pour permettre aux utilisateurs justement de faire du télétravail nous permettent nous permettent de faire de l'optimisation. Est-ce qu'on peut revoir, est-ce qu'on a la latitude de réviser un peu les solutions mises en place? Et donc là, on parlera plus de contraintes liées à la flexibilité et à l'agilité des solutions mises en place. Donc voilà, donc là, on va aborder dans la slide suivante toutes les contraintes liées à un mode de fonctionnement traditionnel et on va voir comment elles se matérialisent. Donc, comme on vient de le voir, les contraintes induites sont plutôt des contraintes de type en scalabilité et en flexibilité. On verra dans cette slide aussi qu'il y a tout un volet investissement coût qu'il faut prendre en compte. Donc, on va commencer par la partie opération. Est-ce que vos équipes opérations sont dimensionnées à prendre en charge ce pic d'activité sur ce type d'environnement? Des fois, c'est pas forcément le cas. Souvent, donc on sait déjà que le support utilisateur prend énormément de temps à vos équipes, déjà quand on est sur site, mais alors quand il s'agit de faire du debug à distance, cela peut générer encore un surplus de temps passé sur les debugs. Parfois, il est plus judicieux de restaurer une machine plutôt que de passer une demi-heure, trois quarts d'heure à faire du debug. Et donc, quand on est sur site, ça va. Et quand il s'agit de faire une remasterisation d'un poste ou une restauration d'un poste à distance, quand on n'a pas de support sur place, ça devient très compliqué, voire parfois impossible. Ensuite, on passe au volet hardware, maintenance. Donc vous allez, si vous optez pour l'option utilisateur nomade VPN, il va falloir fournir un ordinateur portable à tout le monde.
Donc, est-ce que vous avez du stock? Est-ce que vos équipes masterisation peuvent suivre le rythme et fournir en masse des laptops qui respectent vos contraintes de sécurité et donc qui ont les bonnes images, tout ça. Si vous fournissez déjà des environnements de bureau virtuels à vos utilisateurs, est-ce que votre ferme de Virtu, elle est en capacité d'absorber cette montée en charge? C'est-à-dire, est-ce qu'en termes de CPU, vous avez de la bande passante, ou voire même pire en termes de stockage, est-ce que vous avez la capacité de créer autant de VM que vous le souhaitez pour absorber ce pic d'activité? Et bien évidemment, si vous devez augmenter votre capacité, c'est tout, c'est aussi du matériel qu'il va falloir maintenir, que ce soit en termes de sécurité, patching, euh, et des panaches au quotidien, c'est-à-dire opération. Ensuite, en termes de sécurité, il y a tout le volet architecture côté sécurité. Est-ce que vos équipements sont dimensionnés, architecturés pour absorber cette montée en charge d'utilisateurs nomades? Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que même si elles autorisaient le télétravail, elles n'étaient pas dimensionnées pour faire du 100% full remote. Donc il a fallu revoir, réarchitecturer la partie terminaison VPN pour absorber ce pic d'activité. Donc ensuite, vous allez, avec le fait de fournir à tout le monde des PC pour se connecter, des laptops, il va falloir s'assurer que tous ces PC soient à jour et respectent vos contraintes de sécurité, ce qui peut devenir très compliqué à manager globalement. Et surtout, vous vous exposez aussi à tout ce qui est perte, vol, casse. Donc voilà. Ensuite, pour la partie coût, donc ça c'est le dénominateur commun des trois contraintes qu'on vient de citer. Toutes ces contraintes vont avoir un coût. Vous pourrez adosser un coût à toutes ces contraintes et on verra que donc on constate bien que en termes de flexibilité et de scalabilité, on est loin d'être efficace. Et même si beaucoup d'entreprises arrivent à gérer les problèmes de la sorte, et ça fonctionne très bien. On voit qu'on perd en agilité dans le sens où si jamais 3 mois après vous voulez revenir à une situation où vous avez beaucoup moins d'utilisateurs en télétravail et beaucoup plus sur site, vous aurez investi dans des solutions qui à un moment donné vous en permettent de faire du 100% full remote, mais que vous n'allez plus utiliser qu'à moitié quelques mois après. Donc là, en optimisation des coûts, on n'est pas top parce que on est en surcapacité et on s'est engagé sur un an. Après, en termes de flexibilité, de scalabilité, on voit que c'est quand même assez lent parce que à partir du moment où vous devez acheter du matériel, il va falloir passer à commande, attendre la livraison, faire sa configuration, planifier sa mise en prod, et tout ça demande du temps. Donc c'est pas très réactif. Donc on verra sur la slide d'après avec AWS Workspaces comment rendre cela un peu plus flexible et scalable. Alors, AWS Workspaces. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui fournit du bureau as a service, du desktop as a service, du DaaS. C'est-à-dire que Amazon gère toute la partie plateforme, donc elle s'occupe du stockage, de la virtualisation, et de votre côté, vous n'avez plus qu'à vous focaliser sur l'essentiel: création de vos images, création de vos bundles, déploiement et mettre en place un process de déploiement de vos machines virtuelles pour vos utilisateurs. Donc déjà là, on voit en termes de temps passé en termes de management, on est plutôt bien, puisqu'on se focalise déjà sur l'essentiel. Ensuite, agilité, flexibilité et sécurité. Ça va vous donner de l'agilité dans le sens où ça va être super rapide de déployer des machines virtuelles. Pardon. En quelques clics, vous allez pouvoir déployer, provisionner des instances. Flexibilité, vous allez pouvoir créer et supprimer des machines à la volée. Et on verra aussi, mais on peut déjà en parler, sur la flexibilité en termes d'engagement. Au pire, vous serez engagé sur un mois et au mieux sur 1 heure. Et en termes de sécurité, vous pouvez mettre en place des process qui, par exemple, recréent toutes vos instances une fois par semaine. Et donc là, vous vous assurez que
que vos instances sont toujours déployées avec la dernière image. Et ce sont toujours des images saines que vos utilisateurs utiliseront euh, chaque début de semaine. Ensuite, il y a toute une surcouche, mais on va peut-être pas entrer dans le détail. Vous pouvez rajouter du MFA sur l'authentification du service Workspace, utiliser du chiffrement. Bon, bref, il y a tout un tas de modules de sécurité que vous pouvez utiliser avec Workspace. Ensuite, Workspace vous permet deux types de modes de connexion globalement. Soit vous permettez à l'utilisateur d'utiliser son propre device pour prendre la main sur sa machine virtuelle. Dans certains cas, en fonction de vos contraintes de sécurité, c'est possible. Si jamais vous avez une contrainte forte et que vous devez vous assurer de bout en bout des outils utilisés pour prendre la main sur les VM, vous avez aussi bien l'option d'utiliser des PC de type 0 client, laptop ou client léger entre guillemets, qui sont des PC à faible surface d'attaque, qui vous permettent comment dirais-je, de vous garantir que vous avez la gestion du endpoint utilisé pour prendre la main. Et en termes de coût, on voit que donc vous aurez deux choix de facturation. Soit vous êtes facturé au mois, et donc vous utilisez ou non votre instance, vous serez facturé au mois. Soit vous êtes facturé à l'heure. Et si vous n'avez pas envie de faire de calcul pour savoir à qui fournir quel type d'instance ou quel type de facturation en fonction du nombre d'heures qu'il fera dans le mois, vous pouvez laisser AWS Workspace Cost Optimizer, lui laisser le soin de faire ses calculs pour vous, et il vous trouvera le mode de facturation le plus adapté et le plus favorable pour vous. Donc là on voit qu'en termes de scalabilité, flexibilité, c'est plutôt intéressant parce que ça introduit beaucoup d'automatisation. Il n'y a quasiment pas d'engagement, si ce n'est au maximum au mois. Vous avez la possibilité de reconstruire vos images à la demande, et vous avez même la possibilité, on verra ça peut-être dans la démo, de laisser le choix à l'utilisateur de reconstruire lui-même sa machine. Donc ça évite aussi de créer des tickets de support. Donc, il a le choix de reconstruire sa VM. Donc voilà, ça c'était pour la présentation du service Workspace et des différentes features. Donc là, on va passer à la démo. Alors, pour la démo, je commencerai par vous faire une présentation du lab, où on verra en fait ce que j'ai mis en place pour simuler un cas d'usage. Je montrerai durant le lab comment provisionner des instances, s'y connecter et comment s'y connecter. On fera aussi une brève manipulation d'une feature qui s'appelle Workspace Application Manager. Et pour finir, je vous montrerai un workflow qui explique rapidement, succinctement, comment intégrer Workspace à vos process IT pour scaler et déployer en masse des workspaces sans trop d'interaction et sans trop vous prendre du temps surtout. Alors, le lab que je vais vous présenter, c'est un lab que j'ai enregistré pour gagner un peu de temps. Donc, on va commencer par là. Hop, je vais lancer la vidéo. Donc là c'est le lab que j'ai mis en place. Donc on peut voir que sur la gauche vous avez votre site on-premise et sur la droite le VPC dans AWS qui va hoster les workspaces utilisés par vos utilisateurs et ou vos sites distants pour rejoindre votre AD. Donc typiquement à la place de user, vous pouvez remplacer par un site distant. Et voilà, donc l'AD connector, il faut le voir comme étant un proxy d'authentification. Vous pouvez aussi bien l'utiliser pour utiliser votre identité AD via des services AWS, typiquement la console ou là dans notre cas le service AWS Workspaces, et il sera également utilisé pour joindre vos machines au domaine lors des déploiements. Donc là on va passer rapidement sur la composition du lab, hein. Typiquement on va voir comment la création du lab. Donc là on est côté on-premise, donc là j'ai un VPC avec deux AD dedans, donc on voit les IP, deux AZ différentes, donc ça c'est rien de particulier. Là on voit juste que
Sur cet AD, j'ai des utilisateurs et des groupes de sécurité. On verra plus tard à quoi me servent ces groupes de sécurité. Ensuite, on va passer à la partie VPC Workspace. Alors avant, on passe à la partie AD Connector. Donc dans mon VPC Workspace, j'ai créé un AD Connector. Comme on l'a dit précédemment, cet AD Connector va proxifier mes requêtes d'authentification pour mon service Workspace et me permet aussi d'enrôler ou de joindre des machines au domaine d'entreprise. Donc là, on voit bien, ça ce sont les DNS de mes AD on-premise. Et voilà, donc dans deux AZ différentes. Donc là, on va passer au service proprement parlé au workspace et comment il fonctionne. Donc avant de commencer, vous êtes obligé de déclarer et d'enregistrer un directory. Donc dans notre cas, c'est notre AD connector que nous avons enregistré. Donc là, on a un code d'enregistrement. On verra plus tard à quoi il nous sert. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez manipuler ou interagir avec toutes les options de sécurité du service Workspace. Donc, vous pouvez interagir sur la partie Access List, Security Group. Vous avez tout un tas d'options qui vous permettent de gérer de la sécu. Vous pouvez aussi, comme on le voit, utiliser de l'authentification par certificat et vous avez également la possibilité de choisir depuis quel type d'équipement vous autorisez ou non la connexion à vos workspace. Donc c'est plutôt intéressant si vous voulez faire que du zéro client ou que du web access ou ce que vous voulez, vous avez le choix de le faire dans ces onglets. Donc là on voit la déclaration du directory dans Workspace. Ensuite dans Workspace, donc là je vous ai déjà préparé une VM qui est associée comme on le voit au Lab User 2. Donc il faut savoir que une machine ne peut être associée qu'à un et un seul user. Donc on retrouve ici mon code d'enregistrement. Alors et l'URL, on verra aussi à quoi sert cette URL juste après. Donc juste pour info, le code d'enregistrement, il n'est pas utilisé comme étant une mesure de sécurité, c'est vraiment juste un code d'identification qui vous permet on va dire grosso modo, de router vos requêtes sur le bon service et le bon directory. C'est bien plus complexe que ça, mais on verra à la fin de la démo la doc AWS qui vous donnera beaucoup plus de détails. Donc là on voit l'état déconnecté, donc c'est-à-dire que là la machine n'est pas connectée. Et vous verrez que donc là on utilise le client installé sur ma machine pour prendre la main sur mon workspace. Donc j'ai d'abord saisi mon code mon code d'enregistrement. Et donc là je saisis mon user password qui me permet d'une part de m'authentifier sur le service workspace et d'autre part d'ouvrir ma session sur mon workspace. Donc une chose importante, c'est que les workspaces ne sont pas dans toutes les régions. Donc avant de commencer votre projet, vérifiez la région dans laquelle vous voulez déployer vos workspaces pour vous assurer que c'est possible. Donc là, on constate que j'ai pris la main sur mon workspace, que c'est effectivement une machine que j'avais déjà utilisée parce qu'il y a déjà des applications ouvertes. Et donc là, je vais faire juste un test de navigation pour vérifier que j'ai bien la connectivité Internet. Donc là, je prends un site au hasard, juste pour vérifier que c'était pas du cache. Donc voilà, je fais mon speed test. Donc là, on voit bien que, en tout cas, j'ai la main sur un workspace et que j'ai la connectivité sur Internet. Là, je vais juste vous montrer le test qui me montre la connectivité de bout en bout du workspace vers votre data center, vers le data center. Donc là, je vais juste faire un ping de l'AD on-premise, l'équivalent de l'AD on-premise. Et donc là, on voit que ça répond. Donc si on reprend le schéma, on constate que j'ai pris la main sur mon workspace où je me suis authentifié vers la déconnector et que j'ai pu joindre, taper en tout cas, faire un ping sur mon Active Directory sur site. Donc là, on va voir comment on crée
un workspace. On sélectionne un directory, ensuite on recherche un utilisateur, donc je le répète, un workspace est associé à un user et pas un groupe, pour l'instant en tout cas. Donc je rajoute mon user. Ensuite, on a parlé tout au début du bundle. Donc là, je vais faire pause. Donc un bundle, comme j'ai dit, c'est une association entre une image et un type de matériel. Donc là, on voit qu'on a en bundle, on a Windows 10 associé à ce type de matériel, donc qui compose du CPU, de la mémoire et du stockage. On voit également que vous avez deux types de disques, un disque pour le root, un disque pour le C. Donc en fonction de vos bundles, vous aurez plus ou moins de disques. Voilà. Donc là, pour les besoins du POC, je vais choisir un bundle de type standard. Toujours mettre des tags. Alors avant les tags, là on retrouve le mode de facturation, Always On ou Autostop. Comme on l'a dit précédemment, Always On, vous serez facturé au mois. Autostop, vous serez facturé à l'heure. Et quand vous pouvez mettre une période d'inactivité au bout de laquelle votre machine se mettra en hibernation et vous ne serez plus facturé. Donc voilà, vous choisissez votre type d'option. Donc moi j'ai choisi Autostop. Vous avez la possibilité de chiffrer vos volumes avec KMS. Donc là pour le coup je chiffre pas. Et ce que je disais précédemment, les tags, super important, toujours mettre des tags, surtout quand vous ferez de l'automation par la suite. Donc là on a un bref récap sur les options qu'on a choisies et hop, on lance le workspace. Donc important, il faut savoir qu'un workspace peut prendre jusqu'à 20 minutes pour être créé. Donc là on retrouve le fameux code d'enregistrement et mon URL. Donc ça c'était pour la création d'un workspace. Donc là je reprends la main sur celui qui est déjà lancé et sur lequel je me suis déjà connecté et je vais vous montrer comment, si je ne me trompe pas, voilà, comment on utilise Workspace Application Manager, qui est en fait une sorte de catalogue dans lequel vous allez pouvoir enregistrer des applications que vos utilisateurs pourront voir et browser dans leur catalogue et installer. Donc là, dans le catalogue, il y avait VLC. On va voir que VLC est associé ici à un groupe d'utilisateurs et on verra dans la D que effectivement ce groupe a l'utilisateur LabUser2 et c'est pour ça que dans ma console, en tout cas dans mon application manager, j'ai bien accès à l'application VLC. Et donc là, j'installe et en quelques secondes, c'est installé. Donc ça peut être très pratique pour pouvoir autoriser les utilisateurs à installer des applications au lieu d'aller chercher sur internet et d'installer n'importe quelle version. Et surtout, vous pouvez packager vous-même vos applications. Donc là, on va voir comment rajouter des applications au catalogue. Donc on va dans le marketplace. Donc là, choisis d'en ajouter depuis le marketplace. Vous avez un moteur de recherche. Vous sélectionnez votre application. Vous souscrivez. Donc là, ça rajoute l'application dans vos catalogues, mais ça ne l'associe pas à un groupe ou à un utilisateur. Donc là, on fait que rajouter des applications dans le catalogue. Donc j'en choisis une seconde que j'associerai à un autre utilisateur que l'Abuser2. Donc là, c'était pour récupérer les applis. On va voir maintenant comment les associer. Donc là, je regarde toutes les applications que j'ai. On retrouve VLC. Hop, on choisit une application. On choisit le mode d'assignement. Voilà. On choisit le directory, le user, le groupe. Dans notre cas, je vais prendre un groupe parce qu'on a déjà fait le test avec le user. J'associe le user. Suivant. Je confirme. Et on va faire pareil pour la seconde application que j'ai rajoutée dans le catalogue. Je dis directory, on fait une recherche de user. Et donc voilà, on a associé nos applications à deux utilisateurs différents.
Donc là, l'idée, c'est de voir si maintenant, en retournant dans mon catalogue, est-ce que j'ai bien mon application. Et donc là, qu'on voit instantanément, j'ai récupéré mon KeePass parce que je l'ai rajouté uniquement à l'Abuser 2. Donc voilà, donc là c'est en cours d'installation et on a pu voir comment installer rapidement, comment rendre accessible des applications rapidement à vos utilisateurs. Donc comme on le disait, vous avez la possibilité de créer vos propres applications et de les déployer. Vous avez aussi tout un système de reporting où vous pouvez voir combien d'applications vous avez, à combien d'applications vous êtes enregistré, du moins combien d'applications vous avez enregistré et combien d'utilisateurs ont installé ces applications. Donc là, on peut voir par exemple l'Abuser 2 a deux applications installées, VLC et KeePass. Donc voilà, donc c'est un service que je vais vous montrer parce que ça peut être intéressant dans certains cas de, de pouvoir déployer ou de rendre accessibles des applications comme ceci. Ok, donc là on a vu comment utiliser le client pour se connecter. On va voir comment utiliser le client web. Parce qu'il faut savoir que vous avez aussi la possibilité de vous connecter via le web. Donc là, cette URL, on la retrouve dans la config, dans le paramétrage du client. On voit que vous avez de endpoints d'équipements disponibles. Donc vous avez des clients pour Windows, iPad, Mac, Fire Table, tablette, Web Access et Linux. Donc nous, ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est la partie Web Access. Donc comme pour le client, on saisit le code d'enregistrement. Donc là pour le coup, c'est pas comme le client, il y a une première phase où je m'authentifie sur le service Workspace. Et ensuite, une fois que je me serai authentifié, je serai redirigé vers ma page de login Windows où là je vais m'authentifier sur mon Workspace et non plus sur le service. Voilà, donc là j'arrive sur ma page standard Windows 10 où je dois entrer mes credentials pour ouvrir la session. Et donc là voilà, donc j'ai la main en passant par mon navigateur. Ça pourrait très bien être n'importe quel endpoint. Et à partir du moment où vous avez un navigateur, vous pouvez prendre la main sur votre équipement. Donc comme on l'a vu, comme on l'a dit précédemment, tout dépend de vos contraintes de sécurité. En fonction de vos contraintes, vous pouvez adopter, vous aurez plusieurs méthodes de déploiement et d'accès à votre workspace. Donc là, c'est un schéma que je voulais vous montrer, qui est très intéressant, qui montre vraiment en détail comment sont déployés les workspaces dans les environnements AWS. Il y a tout un jeu avec les interfaces et surtout les streaming gateways et les passerelles d'authentification qui sont importants de comprendre lorsque vous allez architecturer on va dire votre service workspace. Donc voilà, donc ça vous pouvez le retrouver dans le guide, l'admin guide du workspace. Je vous laisserai le soin d'aller sur le site AWS et de faire la recherche. Donc là, voilà tout pour la démo. Dans la slide d'après, on parlera workflow et on verra un workflow assez simple pour automatiser tout ça. Alors comment scaler à 100 users? Donc l'idée de cette slide, c'est pas de vous montrer un processus complexe qu'on pourra détailler pendant des heures, c'est vraiment de vous expliquer que grâce à la puissance des API AWS, vous pouvez intégrer des processus d'automatisation très facilement dans vos process IT. Si on prend par exemple, des utilisateurs à qui on fournirait un portail de création de workspace, ils pourraient d'eux-mêmes faire leur demande depuis ce portail. On suivrait un processus d'acceptation où des équipes recevraient un mail avec la demande de l'utilisateur et en cliquant sur Yes sur No dans ce mail, on lancerait ou pas la création du workspace, l'utilisateur sera notifié, votre demande a été acceptée ou rejetée et toutes les informations de connexion au workspace. L'URL de connexion des clients, le code d'enregistrement et bien d'autres informations. Ou sinon, on peut aussi très bien envisager
de faire discuter des API ou des applications entre elles. On pourrait imaginer par exemple avec ServiceNow, en fonction de l'état du ticket, des commentaires ou tout autre événement côté applicatif, interagir avec les API AWS et lancer des événements type création, suppression ou voire même reconstruction du workspace. En parlant de reconstruction, on l'avait déjà dit, mais je le répète parce que c'est une feature qui dans certains cas peut être très utile. Vous avez tout à fait le choix de laisser aux utilisateurs le droit de reconstruire eux-mêmes leur VM, leur workspace, ce qui peut diminuer grandement le nombre de tickets au support, car à partir du moment où vous rencontrez un problème sérieux ou alors un problème qui vous pénalise, vous pouvez initier vous-même la reconstruction. Donc certes, elle prend 20 minutes, mais dans certains cas, ça peut être bien plus rapide que de faire un ticket, attendre l'appel du support, le temps de debug, etc. Donc voilà, c'était tout pour la partie workflow. Si vous voulez des détails ou même parler de process plus complexes, nos coordonnées sont en fin de slide et vous pouvez nous contacter. On sera ravi de voir avec vous comment intégrer de manière plus précise, on va dire, Workspace dans vos process IT. Alors, service utile. Donc là, je vais vous présenter 4 services que vous pouvez utiliser conjointement à AWS Workspaces pour augmenter l'expérience utilisateur. Donc on peut commencer par Chime, AWS Chime, qui est un outil de communication et de travail collaboratif qui vous permettra de faire de la vidéoconférence et des meetings. Ensuite, vous avez Workdocs, qui est un outil de partage de documents et de centralisation de documents également, c'est équivalent d'un drive, on peut dire ça comme ça. À ça noter que quand vous construisez, quand vous créez des workspaces, vous avez accès à un espace Workdocs automatiquement. Ensuite, vous avez AppStream qui vous permet, comme son nom l'indique, pardon, de streamer des applications. On pourrait très bien imaginer avoir des workspaces sans compute ou avec très peu de compute et streamer une application qui est très gourmande en CPU via AppStream. Et donc, vous pourriez mutualiser une très grosse machine avec plusieurs users qui, elles, euh, qui, elles, ont accès à une machine qui ont très peu de CPU. Donc, c'est des use cases potentiels. Et après, vous avez AWS VPN qui lui est un client VPN qui vous permettrait d'accéder à des ressources dans vos VPC via un VPN. Donc là, c'était tout pour les services utiles que je voulais vous présenter. On peut passer à la dernière slide. Et donc là, on passe à la section questions-réponses où je vous laisse entre les mains de Anthony Tesser. Anthony, c'est à toi.